Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous proposer aujourd'hui de faire quelques éléments de correction de cette annale de 2023 sur le sujet de biochimie-physiologie qui portait donc sur le cholestérol dans l'organisme. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me retrouver sur mon site BioElis. Vous aurez plein de compléments, des informations sur les cours, la mise à niveau, etc. N'hésitez pas à me contacter. Alors, je vous présente ce sujet, je l'ai déjà découpé en petits morceaux pour le traiter un petit peu avec vous. Alors, je précise que ce n'est pas une correction exhaustive que je vais faire, mais je vais quand même vous donner énormément d'éléments pour que vous voyez dans quelle direction est-ce que vous deviez aller et les éléments qu'on attendait de vous. Donc, vous avez, comme dans tous les sujets de BP, une petite introduction au sujet sur le cholestérol. On vous dit que c'est une molécule qui est indispensable à l'organisme, qui est sûrement le plus connu des molécules de notre organisme. Et pour cause, elle a quand même une très mauvaise réputation, à tort sans doute, vous allez le voir. Et donc, on vous donne quelques effets. On vous dit donc une baisse de la cholestérolémie ou du cholestérol dans les membranes des neurones, notamment, est impliquée dans la mise en place de symptômes dépressifs ou dans l'apparition de douleurs inflammatoires. Et donc, c'est ce qu'on va voir d'ailleurs dans l'expérience 5A et 5B. Donc, on commence sur une petite partie physiologie du cholestérol avec la formule. Donc, vous avez dans la question 1.1 la structure du cholestérol, la formule d'ailleurs, et on vous dit justifier à l'aide de cette formule qu'on vous donne, parce que vous savez que ce n'est pas une des formules qui est exigible pour l'examen, mais c'est quand même bien que vous l'ayez vue plusieurs fois, que vous sachiez de quoi elle est constituée et quelles sont ses caractéristiques physico-chimiques aussi. Donc, on vous demande de justifier la catégorie de lipides à laquelle appartient, ce cholestérol, et son caractère amphiphile. Et donc, vous avez sa petite molécule qui est là. Donc, elle est peut-être un petit peu différente de ce que vous avez pu voir parce que parfois, ici, on continue en faisant une formule topologique. En fait, là, elle est en formule semi-développée sur le haut. Il ne faut pas que ça vous perturbe plus que ça. Vous savez qu'il y a deux éléments qui sont importants dans la structure du cholestérol. C'est le noyau stérane, qui est donc cette partie-là, et la partie alcool, du coup, qu'on entend dans le cholestérol. Alcool, c'est cette fonction hydroxyle, le OH. Pourquoi est-ce qu'elles sont importantes? Parce que chacune a des caractéristiques spécifiques. Et donc, on va dire que la molécule de cholestérol est une molécule amphiphile, c'est-à-dire qu'elle possède à la fois une partie hydrophile, qui est représentée par la fonction hydroxyle et seulement elle, et une partie hydrophobe, qui est constituée par tout le reste de la molécule. Cette famille, elle appartient, cette molécule, elle appartient à la famille des stéroïdes. Donc, un stéroïde, c'est une molécule qui contient un noyau stérane. Et elle a un petit truc en plus, puisque j'ai insisté en vous le disant tout à l'heure, c'est la famille des stérols, puisqu'on a bien un alcool en plus qui est porté par ce noyau stérane. C'est donc la fonction hydroxyle. Donc, vous pouvez dire stéroïdes, et dans les stéroïdes, plus particulièrement des stérols. Comme ça, vous êtes vraiment allé au bout de la question. Et vous présentez votre molécule. N'hésitez pas, quand c'est comme ça sur votre copie, à réécrire la formule du cholestérol et à mettre une petite couleur ou une touche de couleur sur la partie hydrophile et la partie hydrophobe. Un peu comme ça. Vous voyez que la seule partie hydrophile, finalement, c'est ce OH et rien d'autre. Donc forcément, cette molécule-là, quand elle s'intègre dans les membranes, vous savez que la bicouche phospholipidique, elle est constituée de molécules, d'autres molécules amphiphiles comme les phospholipides, et du coup, elle aura aussi cette particularité de mettre sa partie hydrophile vers le liquide extracellulaire ou intracellulaire, et tout le reste sera niché, on va dire, au cœur de la membrane de la bicouche, donc protégé des liquides physiologiques. Ensuite, on vous disait les origines du cholestérol dans l'organisme, indiquer les deux origines du cholestérol dans l'organisme et préciser l'origine prépondérante. Ce qui était intéressant, c'est que vous aviez une annexe 2 qui était donnée, mais on ne vous disait pas forcément de vous appuyer sur cette annexe 2. Or, elle était super intéressante. Parce qu'en fait, si vous comprenez cette annexe, bah, vous comprenez où est-ce que vous voulez vous amener. Puisque vous avez donc une origine 1 qui est une origine exogène, puisque vous voyez que ce cholestérol va être absorbé par l'intestin, et une origine 2 qui est donc une origine endogène, c'est-à-dire que notre organisme la fabrique. Donc cette origine exogène, c'est l'alimentation, c'est l'apport alimentaire. Donc, vous connaissez hein, les différents types de vitamine D qui arrivent par l'alimentation. Ici, du coup, qu'est-ce qui était à l'origine du cholestérol endogène? Eh ben, c'était l'acétyl-CoA, qui est le précurseur de cette molécule de cholestérol. Ce qui est prépondérant dans notre organisme, c'est plutôt la forme endogène, pour le coup, donc l'acétyl-CoA. Mais pour le coup, vous le savez, c'est en plus une molécule carrefour qui est très importante.
Donc, c'était cet acétyl-CoA qu'il fallait nommer. Je suis allée trop vite, pardon, sur ma... Voilà. Ensuite, on vous disait, donc, apport alimentaire du cholestérol, représentez la formule d'une molécule de cholestérol estérifié formée entre le cholestérol et un acide gras de votre choix. Et donc, cet acide gras, il faudra que vous donniez son nom et sa formule semi-développée. Et que vous donniez le nom aussi de la liaison qui relie le cholestérol et cet acide gras. Donc, voici un acide gras, un cholestérol estérifié, pardon, par un acide gras. J'ai pris l'acide palmitique, donc C16 2.0, pas d'insaturation, je me suis simplifié la vie. Vous pouviez très bien aussi prendre l'acide butyrique si vous vouliez encore plus vous simplifier la vie, aller sur une molécule d'acide gras encore plus petite. Mais déjà, vous voyez que là, vous avez donc votre acide gras qui a été légèrement modifié puisque sa fonction COH est devenue une fonction COO. Et ici, vous avez donc une liaison ester qui s'est formée entre les deux. Donc, finalement, on vous demandait dans la question qu'est-ce qui faisait, donc ça c'était pour la formule, et après on vous demandait pourquoi l'estérification. Alors, vous voyez que estérification, liaison ester, la liaison attendue, vous pouvez la trouver sans trop de problème. Pourquoi est-ce que cette estérification, elle modifie le comportement du cholestérol en solution aqueuse? Et bien tout simplement parce que le OH n'existe plus, donc la partie hydrophile a été ôtée de notre cholestérol. Pour l'acide gras, la partie hydrophile qui était COH a été ôtée aussi, donc finalement plus du tout d'aspect hydrophile. Et donc cette molécule est devenue du coup totalement hydrophobe. Et elle n'est plus du tout amphiphile. Donc ça, c'était pour votre question 1.3.2. Ensuite, pour la question 1.4, on vous parlait de la digestion, et donc incontournable sur la digestion, ben, vous aviez ce schéma-là à légender. Alors, il n'y avait pas que de la digestion pour le coup. Donc, la légende 1, c'était le pancréas. Vous auriez pu mettre corps du pancréas, parce que c'est vraiment le centre du pancréas qui est ciblé. Mais comme il n'y avait aucune autre légende sur une autre partie du pancréas, je pense que la légende pancréas suffisait. Sur le 3, vous avez donc la vésicule biliaire, ici, donc avec les voies hépatiques qui arrivent là. Le 3, c'est donc notre canal cholédoque, qui est lié par le canal cystique et le canal hépatique qui se rejoignent. Pour le 4, je mettrai bien sphincter d'Oddi parce que vous êtes vraiment sur cette partie qui abouche sur grand 5, le duodénum. Et le 6, moi j'aurais mis canal de Wirsung puisqu'on arrive sur... alors, entre l'ampoule de Vater et le canal de Wirsung, on est un peu entre deux. Parce qu'on est sur l'arrivée du canal cholédoque, donc peut-être que les deux étaient possibles. Les deux me semblent à peu près corrects. Peut-être plus l'ampoule de Vater, puisque finalement, on a l'air d'être après que le canal cholédoque se soit joint. Alors faites attention, parce qu'il y avait une partie en dessous aussi de ce document. Donc pour le 7, on vous montrait un acinus pancréatique, qui est donc la partie exocrine. Vous pouviez mettre entre parenthèses, exocrine. Le 8, on vous montrait différents types d'endocrinocytes ou cellules endocrines. Ça fonctionne, c'est exactement la même chose du pancréas endocrine. Le 9, c'était ici des capillaires sanguins. Vous vous rappelez que c'est un tissu qui est richement vascularisé parce qu'il synthétise des hormones, donc il y avait forcément un capillaire quelque part. Et du coup, le 10, c'était l'ensemble du 8 et du 9, c'était nos îlots de Langerhans, du pancréas. Je voulais faire vraiment la légende complète. Donc voilà pour les petites légendes. Ensuite, on vous demandait d'expliquer pourquoi le pancréas est une glande amphicrine. Donc là, il fallait repartir sur la définition d'amphicrine. Une glande amphicrine est une glande qui possède à la fois une activité exocrine, qui se manifeste par la libération du suc pancréatique, et également une partie endocrine, qui se manifeste cette fois-ci par la synthèse d'hormones telles que l'insuline, le glucagon ou la somatostatine. Vous voyez que la réponse peut être très courte, mais à la fois très complète. Alors moi, je vous conseille, quand vous la présentez, de mettre premier trait exocrine, entre parenthèses ou à la ligne, ou à la suite, pardon. J'explique le sucre pancréatique, tout ça. Deuxième tiré, endocrine, et là, je mets la synthèse de l'insuline, du glucagon et de la somatostatine, et vous avez tout ce qu'il faut. Ensuite, on vous dit, donc, lors de leur absorption, les molécules de cholestérol vont être associées à des protéines spécifiques, les apolipoprotéines, pour former des lipoprotéines. On aurait peut-être plus marqué les apoprotéines pour le coup, ici, mais bon, c'est pas grave.
Donc, la question 1.4.4. On vous disait d'écrire et localiser les étapes cellulaires de la synthèse des lipoprotéines par les entérocytes. Là, vous devez avoir une petite lumière qui s'allume. Parce que cette lipoprotéine-là, elle est spécifique, c'est pas n'importe laquelle. Donc, le schéma, je vous ai trouvé un truc tout bidon. Mais clairement, vous avez fait ça 50 fois, vous le connaissez par cœur. Ce qui compte, c'est votre schéma, un peu, mais pas tellement en fait, parce que si vous présentez une explication claire et détaillée à côté, vous n'êtes même pas obligé de faire le schéma. À vous de voir si le schéma vous aide ou pas à poser vos propos. Donc, ce qui est important, ce qui doit figurer sur votre explication, c'est que les produits issus de l'hydrolyse des lipides alimentaires. Entre parenthèses, ces produits, ce sont des acides gras, des isolécithines, de monoacylglycérol, du cholestérol, justement. 3 petits points, parce que du coup, je n'ai pas fait une liste exhaustive de ces produits-là. Donc, ces produits-là, ils vont être absorbés par l'entérocyte au poil apical grâce aux micelles. Vous vous rappelez qu'ici, il faut qu'il y ait des micelles parce que sinon, vos lipides en fait, n'arrivent pas à passer entre les microvillosités et donc seraient rejetés. Donc, il faut qu'il y ait cette formation de micelles. Ces produits donc, entrent donc dans l'entérocyte et ils sont pris en charge par la FABP, la Fatty Acid Binding Protein, qui va les transporter jusqu'au REL, où ils vont être remétabolisés. Alors du coup, c'est celui-là parce que c'était RES, voilà. Donc nous, on arrive dans le réticulum endoplasmique lisse, et vous allez remétaboliser vos produits en triglycérides, en phospholipides, etc., etc. Donc cholestérol estérifié, bref, vous refabriquez ces molécules qui étaient présentes au départ, avant qu'elles soient dégradées par les lipases. Dans le REG en parallèle, on a une synthèse des apoprotéines, notamment la B48. Mais si vous voulez en citer d'autres, vous avez le droit. Ensuite, les produits de ce REG et de ce REL sont assemblés dans l'appareil de Golgi, ici, pour former donc la lipoprotéine. Et quand vous découpez lipoprotéine, vous avez cette partie lipidique qui vient du REL, protéine pour la protéine qui vient du REG, et vous voyez que tout a été assemblé dans l'appareil de Golgi. On forme donc les kilomicrons, qui vont être exocités au pôle latérobasal de l'entérocyte, et vont rejoindre la circulation lymphatique par le chylifère central. Vous vous rappelez, c'est ce petit truc vert là qu'on vous dessine au milieu des villosités. Je pense que vous pouvez vous arrêter là, puisqu'on était vraiment dans l'entérocyte. Pour moi, à partir du moment où on sort de l'entérocyte, on sort de la question aussi. Donc je pense que vous pouviez vous arrêter là. Ensuite, on vous disait nommer la lipoprotéine formée et préciser son rôle physiologique. Peut-être que je me suis un peu enflammée, parce que moi j'ai déjà donné la réponse dans la question 1.4.4, mais c'est pas grave. Donc vous avez formé ici un kilomicron. Qu'est-ce que c'est qu'un kilomicron? C'est une lipoprotéine qui sert à transporter des molécules qui sont plutôt à caractère hydrophobe dans des liquides physiologiques tels que le sang ou la lymphe, et donc avec des caractéristiques totalement différentes. Et donc en fait, des lipides dans de l'eau, vous le savez, ça fonctionne pas, c'est pas du tout soluble, donc il faut forcément un système de transport pour ces molécules-là. Et le transport, c'est l'assemblage avec les apoprotéines, et donc le kilomicron. Alors, je m'arrête là parce que comme dans la question 1.4.7, on vous demande les principaux rôles physiologiques des lipoprotéines, j'avoue que je m'arrête là pour le kilomicron. Mais peut-être que vous pourriez mettre aussi ici que ces kilomicrons, ils sont quand même spécialisés dans le transport des triglycérides, surtout, et des triglycérides exogènes, puisque vous l'avez vu, c'était ceux qui étaient issus de la digestion. Donc vous auriez pu mettre ça aussi. Ça fera peut-être un peu redite en 1.4.7, mais peu importe. Donc le schéma général de la structure et la composition de cette lipoprotéine, vous faites un truc dans ce genre-là. En fait, ce qui compte une fois de plus, alors c'est quand même de placer les éléments à la bonne place, on est d'accord, mais c'est surtout de bien comprendre et de bien expliquer que on a un cœur qui est particulièrement hydrophobe, dans lequel vont se réfugier, entre guillemets, toutes les molécules qui sont elles-mêmes très hydrophobes. Donc on va retrouver là-dedans le cholestérol estérifié, on va retrouver ici les triglycérides surtout, et puis en périphérie, on va retrouver des molécules qui sont amphiphiles ou hydrophiles, comme les phospholipides ou le cholestérol. Par exemple, pour les molécules amphiphiles, on l'a vu tout à l'heure, on l'a expliqué. Et puis les apoprotéines, les apolipoprotéines, qui sont intégrées dans cette membrane. Voilà, ça,
Clairement, c'est des choses que vous avez vues aussi, des lipoprotéines, je vous dis, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc ne passez pas à côté. Je sais que c'est pas un cours qui est évident, mais vous voyez que ça tombe quand même assez souvent, donc c'est dommage de perdre des points là-dessus. Autant les grappiller et se les mettre dans la poche. Après, on vous demande justement d'indiquer les principaux rôles physiologiques des apolipoprotéines. Donc, alors les lipoprotéines elles-mêmes, donc pour le kilomicron, on l'a dit, hein, ça va être principalement euh, de transporter les triglycérides exogènes. Vous allez retrouver, alors du coup, ça, pour redite, hein, d'autres lipoprotéines qui sont transportées, alors qui sont spécialisées dans d'autres choses. Les VLDL, c'est plutôt le transport des triglycérides endogènes. Le LDL et le HDL, c'est surtout le transport du cholestérol. Mais là, ce qu'on vous demandait, c'était vraiment de vous diriger vers les apolipoprotéines. Donc, vous devez rechercher dans la case apolipoprotéines de biotrobiochimie structurale, toujours, et vous devez retrouver les différentes apolipoprotéines qu'on trouve. Alors, pour le kilomicron, par exemple, je vous ai parlé de la B48, mais vous auriez pu parler aussi de l'apoprotéine A1. À quoi elles servent ces apoprotéines? Alors, elles servent à transporter des molécules, voilà, ça on l'a déjà expliqué, mais pas que. Rappelez-vous que, par exemple, vous allez retrouver l'A1 qui va aller favoriser, on va dire, le décrochage de l'AC2 des HDL. Vous allez avoir l'AC2, justement, on va en reparler quand même, elle est super importante. L'AC2, elle va vous servir à activer, alors attendez, je sais plus où je suis sur mon truc, voilà, à activer la lipoprotéine lipase, par exemple, à faire des échanges justement d'apoprotéines. Donc l'AC2, c'est peut-être celle qui est la plus importante, entre guillemets, en tout cas celle que vous utilisez le plus. Donc pour le coup, celle-là, il faut s'en souvenir. Et puis, qu'est-ce que vous pourriez avoir d'autre d'important? Alors, l'apoprotéine E, on en parle aussi un petit peu. Donc, vous pourriez parler de celle-là aussi. Et la 1 qui va activer la L4. Donc, vous voyez que ces apoprotéines, elles vont activer souvent des enzymes qui sont importantes dans le métabolisme des lipides et des lipoprotéines, surtout d'ailleurs. Et du coup, vous pouvez donner l'exemple de la C2 et de la C1, par exemple. Ça peut être pas mal. Bon, voilà. Je pense pas qu'ils attendaient un niveau de détail extraordinaire non plus, mais je pense que si vous dites ça, on est déjà très très bien. Ensuite, les rôles du cholestérol. Il y a de quoi faire aussi. On vous dit des domaines enrichis en cholestérol, nommés les radiolipidiques, ont été mis en évidence dans la membrane plasmique de certains neurones. Donc vous aviez l'annexe 4 à légender, qui était une membrane plasmique, c'est du très classique, vous connaissez ça sur le bout des doigts. Donc pour la légende 1, vous avez donc la zone hydrophobe, on est au cœur de la bicouche, pour le coup. Alors pourquoi est-ce que j'ai pas mis que de phospholipides? Ben, vous allez voir tout à l'heure, parce que je l'ai trouvé sur une autre légende, donc je ne l'ai pas mis ici. Le 2, vous avez une protéine intégrale ou transmembranaire, ou, voilà, vous avez peut-être d'autres termes, c'est une protéine qui traverse la bicouche. Sur le 3, vous avez donc alors, vous avez un résidu de glucose qui est posé sur un lipide. Donc, l'ensemble forme un glycolipide. Soit vous marquez glycolipide directement, soit vous notez que c'est du glycocalix. Vous faites un peu comme vous voulez. Pour le coup, je pense que les deux seront valables. Quand vous avez un doute comme ça, ce qui peut être pas mal, c'est de justifier en fait. C'est de dire que vous avez la partie, le résidu glucidique, pardon, fixé sur un phospholipide et que l'ensemble forme le glycolipide. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir tous les points. Et c'est justifié, c'est pas d'avoir mis 50 légendes et de dire au correcteur, choisissez la bonne. C'est que clairement, vous avez un raisonnement qui est appuyé, mais c'est juste que là, sur le schéma, ben, ça pourrait être l'un ou l'autre. Donc, ne vous inquiétez pas, dans ces cas-là, il y a souvent deux légendes possibles. Pour le 4, vous avez donc une partie de la couche de phospholipides avec, en son cœur, en partie 5, la tête du phospholipide et en partie 6, la queue de phospholipide. Donc la partie hydrophile pour le 5 et la partie hydrophobe pour le 6. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis en 1, parce que comme ici vous avez une cohérence entre les légendes 4, 5 et 6, j'ai laissé ma légende 1 un peu de côté en disant que c'était la zone hydrophobe, c'était le cœur de la bicouche. Ensuite, vous aviez, alors je reviens juste là-dessus pour voilà, bien vous donner le lien. Après, vous aviez donc des expériences qui avaient été menées. Vous aviez l'expérience 5A, vous deviez analyser l'expérience et conclure sur le lien entre le cholestérol et l'activité des récepteurs à la sérotonine. Et pour la 5B, c'était pareil, mais avec les canaux NAV1, 9, et vous deviez conclure. Bon, là, on est sur
de l'analyse de documents. Donc, clairement, ne perdez pas votre sang-froid, ne vous dites pas, j'ai jamais vu ça, personne ne l'a jamais vu, c'est normal, c'est le jeu, mais vous allez voir que toutes les informations, vous pouvez les retrouver. Donc, c'est pas du tout problématique. Alors, on vous dit, une équipe de recherche s'est intéressée au rôle du cholestérol dans les radiolipidiques et en particulier à l'impact de la présence de cholestérol sur la fonction de récepteur à la sérotonine. Dans la donnée, on vous dit, la sérotonine est un neurotransmetteur qui joue un rôle dans la régulation de l'humeur. Certains antidépresseurs ont pour cible les récepteurs à la sérotonine pour augmenter le signal nerveux stimulé par ce neurotransmetteur. Donc du coup, ça veut dire que la sérotonine, ça régule l'humeur dans le bien, hein. C'est plutôt une hormone de la bonne humeur, entre guillemets, on pourrait dire ça comme ça. Donc l'expérience, les cellules animales sont mises en culture dans deux conditions différentes. Premier protocole, sans ajout de substance. On est sur le test, sur le témoin en fait, sur le contrôle. Deuxième protocole, on met du M-bêta-CD, donc du méthylbêta-cyclodextrine, de la méthyl peut-être bêta-cyclodextrine plutôt, qui est une molécule qui provoque la perte du cholestérol membranaire. Première chose que vous pouvez dire quand vous observez ce document-là, c'est que dans le contrôle, vous avez un pourcentage de phospholipides et de cholestérol qui est identique, mais quand on applique ce M-bêta-CD, on voit que le pourcentage de cholestérol diminue largement dans la membrane. Deuxième chose que vous pouvez observer, c'est l'activité du récepteur à la sérotonine. On voit que quand on est en contrôle, on a une activité à 100%, hein, normal. Et quand on est avec du M-bêta-CD, on est plutôt sur un pourcentage d'activité qui est autour de 80%, donc pas du tout pareil. Donc on a le récepteur à la sérotonine qui est moins efficace, qui s'active moins quand on est en présence de M-bêta-CD que quand on est en condition de contrôle ou de témoin. Donc, de l'une et de l'autre des deux expériences, ce qu'on essaie de vous amener à dire, c'est que quand on a du M-bêta-CD, on a moins de cholestérol dans la membrane, et que force est de constater qu'on a les récepteurs à la sérotonine qui sont moins efficaces aussi. Donc, on pourrait s'imaginer que le cholestérol, il est nécessaire au bon fonctionnement des récepteurs à la sérotonine, et qu'il y a peut-être une espèce de séquestration par le M-bêta-CD du cholestérol, et donc une mauvaise fonction de ces récepteurs à la sérotonine. Donc ça voudrait dire qu'une perte de cholestérol induirait peut-être des effets dépressifs, en tout cas sur le patient, ou en tout cas des signaux qui iraient dans ce sens-là. Si vous extrapolez un petit peu, hein, si vous décollez le nez de l'expérience, c'est un peu ce que vous pouvez vous dire aussi. L'expérience 5B, vous voyez cette fois-ci les canaux ioniques qui sont impliqués dans le déclenchement des messages de la douleur. Donc on vous dit, une équipe de recherche s'est intéressée au rôle du cholestérol dans les radiolipidiques, et en particulier sur l'impact de la présence du cholestérol sur la fonction des canaux ioniques NaV1,9. Et on vous dit, ce canal, NaV1,9, c'est un canal qui est présent dans la membrane des neurones nocicepteurs. Et vous devez vous rappeler que, et de toute façon c'était dit ici au cas où, la nociception, c'est les messages de la douleur. Donc en fait, un neurone nocicepteur, c'est un neurone qui est là pour transmettre un message de douleur. Il est activé par les médiateurs de l'inflammation. Inflammation et douleur, ça va plutôt bien ensemble, c'est cohérent, et permet la propagation du message nerveux responsable de la douleur. Donc, on vous donne un petit schéma, on vous dit que quand on a les médiateurs de l'inflammation qui interviennent, là on est dans une zone avec des radiolipidiques, si on a une perte de cholestérol, on se rend compte que ce message va, en tout cas, il va y avoir une activation de ces récepteurs, de ces canaux ioniques NaV1,9, et donc une entrée de sodium qui serait liée à la douleur et à l'hyperexcitabilité. Si on impose aux membranes l'action d'un gel cholestérol, on voit que ces radiolipidiques vont être beaucoup plus nombreux et qui vont en quelque sorte isoler en fait le canal NaV1,9, et qu'en l'isolant, ça l'empêche finalement de recevoir les messages des médiateurs de l'inflammation. Donc il n'y a pas ou très peu d'entrée de sodium en réponse, et donc il n'y a pas de douleur ressentie en même temps. Donc le cholestérol diminue la sensation de douleur, finalement, en isolant le canal ionique NaV1,9,
en empêchant le transfert de l'information à ce canal, et donc en empêchant l'entrée de sodium, qui est synonyme de la douleur, de la sensation de douleur, et donc à l'origine de la nociception. Donc, on se rend compte que finalement, ce cholestérol, il va avoir deux gros impacts sur nous. Premièrement, il permet de faire fonctionner de façon optimale les canaux à la sérotonine, et donc d'éviter ce qui peut être dépression, etc. Et deuxième chose, par rapport à la nociception, que ça protège finalement la sensation douloureuse, d'ailleurs. Donc on peut dire que il y a vraiment une homéostasie du cholestérol dans la douleur inflammatoire. Je reviens sur mon sujet parce que voilà, je sais plus si après il y avait un autre truc. Donc vous deviez conclure, voilà. Donc là c'était tout. Alors évidemment, vous pouvez, moi je me suis servi là des 80%. Là vous pouviez vous servir et de avoir à peu près 20% de lipides membranaires. N'hésitez pas à vous servir des données chiffrées. Là il n'y en avait pas, donc c'était vite fait. Pour le coup, là il n'y en a pas énormément, n'hésitez pas à le faire. Là on est voilà, autour de 100, et puis on passe de 100 à 20% de cholestérol dans la membrane. Et là on était sur le 100% d'activité, au 80% à peu près. N'oubliez pas de mettre environ parce que vous n'avez pas des données hyper précises, mais pour le coup, de s'appliquer sur des données chiffrées, c'est toujours pas mal. Pour la question 2.2. Donc, on vous disait dans l'organisme, le cholestérol est à l'origine de la synthèse de nombreuses molécules au rôle physiologique important comme le cortisol. Celui-là, il vous donne, vous savez que vous allez avoir à le traiter un peu plus loin. En dehors du cortisol, il faut nommer 3 molécules ou catégories de molécules dont le cholestérol est précurseur, et évidemment, il faut donner leur rôle. Donc là, vous allez penser à toutes les molécules qui sont dérivées du cholestérol, comme les hormones stéroïdiennes, par exemple, les hormones sexuelles, testostérone, par exemple, prégnénolone, enfin, du coup, à l'origine dérivée de la prégnénolone, je devrais dire plutôt, des œstrogènes. Donc là, plutôt sur la fonction reproductrice. Mais évidemment, vous pouvez penser à l'aldostérone, qui intervient dans le système rénine-angiotensin-aldostérone, justement, et qui va permettre notamment de réabsorber le sodium au niveau des reins, donc augmentation de la volémie, de la pression artérielle. Ça, vous pouvez le dire rapidement. Deuxième famille de molécules, les sels biliaires, qui sont des molécules indispensables à la digestion des lipides, puisqu'en fait, ces sels biliaires, ils vont venir une première fois pour stabiliser la suspension des lipides dans le chyme qui vient de sortir de l'estomac, donc, pour maintenir les petites gouttelettes et donc augmenter la surface d'action de la lipase, donc ça améliore la digestion. Et puis aussi, après, pour former les micelles et donc favoriser l'absorption. Donc, vous voyez qu'ils sont super importants, ces sels biliaires. Et puis, vous pouviez penser aussi à la vitamine D, euh, qui intervient donc dans l'homéostasie phosphocalcique. Vous pouvez dire que, par exemple, ça augmente l'absorption du calcium puisque ça va stimuler la synthèse de la calcium binding protéine dans l'entérocyte. Donc ça peut être, voilà, vous pouvez aller jusque-là dans le niveau de réponse, et c'est quand même hyper complet, parce que là, on a dit même plus que ce qu'il fallait. Mais j'essaie de vous donner le max pour voir si vos réponses à vous, elles entraient dans ce cadre-là. Le rôle, donc, on l'a donné. Alors, pour le cortisol, on vous dit préciser les situations physiologiques et ou nutritionnelles qui déclenchent la sécrétion de cortisol. Donc là, on était, je sais pas, je crois que j'avais mis un petit schéma. On était sur tout ce qu'on appelle du stress, qui peut être du stress physique, du stress émotionnel, qui peut être dû à des situations sur du long terme de dénutrition. Ça, c'est plutôt le côté alimentaire. Ou alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus comme situation Alors là, vous avez l'adrénaline aussi, qui est plus liée à l'activité physique. Donc voilà. Et après, on vous demandait, j'ai sauté une question, voilà. D'indiquer la localisation de la synthèse de cette hormone. Donc, vous le voyez sur le schéma, le cortisol, il est sécrété par les glandes surrénales. Alors, vous pouvez aller un peu plus loin dans le détail, au niveau du cortex, plutôt dans la zone fasciculaire, mais je pense que c'était vraiment le cortex qu'on attendait de vous, parce que c'est dans la cortico-surrénale. À partir, donc, du cholestérol, sous le contrôle, notamment, de l'ACTH, vous le voyez sur ce schéma-là, qui est produite au niveau de l'hypophyse. Et cet ACTH va stimuler la sécrétion de cortisol par les glandes surrénales. Bon.
Je ne sais pas si la CTH était attendue, mais ça vous fait réviser, ça fait pas de mal. Donc pour le coup, qu'est-ce que ça fait? Alors ça, on vous le demandez pas, mais vous devez penser, je suis en situation de stress, clairement. Ça veut dire que bah, je dois, par exemple, échapper à quelque chose, il faut que je mobilise mes réserves, en fait. Et ça, vous allez voir, ça va vous aider pour la question d'après. Donc je vais avoir la respiration qui augmente, l'accélération du rythme cardiaque aussi, etc. Et du coup, quand après on vous demande euh, voilà, citer deux autres rôles du cortisol, donc vous allez voir, ça va vous aider. Parce qu'en fait, en pensant à ça, normalement, ça va vous faire retrouver des choses. Alors, je reviens sur ma question de 2 de 4. Vous aviez une voie métabolique à légender. Cette voie métabolique, c'était celle-là. Alors, bon, j'ai pas de problème avec ça, c'est juste que le produit final, c'est le glucose et il est au sommet du document, donc ça, c'est un peu dommage. Généralement, c'est quand même bien de vous représenter la néoglucogénèse dans l'autre sens, mais c'est pas très grave. Donc, vous avez bien une néoglucogénèse, puisque l'aboutissement, c'est de produire du glucose à partir de substrats qui ne sont pas glucidiques. Donc, au niveau des légendes, vous avez le 1 et le 2. Alors, peu importe que vous mettiez l'un ou l'autre, vous avez de l'eau et de l'ATP. Donc, ça peut être 1 ou 2. Vous avez du CO2 aussi, donc bon, on pourrait mettre les deux. Vous avez donc de l'ADP plus PI qui ressortent. Donc là, 3 et 4, ça peut être ADP et PI ou PI ADP, on s'en fiche. L'enzyme qui intervient ici, c'est la pyruvate carboxylase. Première enzyme importante. Ensuite, vous passez de l'oxaloacétate au phosphoénol pyruvate. Donc cette fois-ci, vous devez faire entrer du GTP dans la réaction. Et vous allez relarguer un phosphate inorganique et de l'eau. Non, et du CO2, pardon. Je dis des bêtises. Du CO2 et un phosphate inorganique. L'enzyme qui intervient ici, c'est la phosphoénol pyruvate carboxykinase. Vous montez, donc là, on a un très gros gap. Tout ce qui est glycolyse, en fait, hein, qui est réversible, donc rien d'exceptionnel. On voulait vraiment vous faire travailler sur la néoglucogénèse spécifiquement. Vous avez donc la transformation du fructose 1,6-biphosphate en fructose 6-phosphate. Alors là, même si vous ne connaissez pas la voie métabolique, vous réfléchissez et vous trouvez des choses. Vous avez deux biphosphates sur cette molécule-là, en 1 et en 6. Ici, vous n'en avez plus qu'un. Donc déjà, vous savez qu'en 9, ce qu'on a relargué, c'est un phosphate inorganique. Qu'est-ce qu'il nous faut pour cliver, pour casser les molécules? Il nous faut de l'eau. Donc le 8, c'était une molécule d'eau. Donc de l'eau qui rentre et le phosphate inorganique qui est rejeté en 9. Le nom de l'enzyme, pareil. On est sur le fait de décrocher un groupement phosphate, donc on appelle ça une phosphatase. Donc c'est la fructose 1,6-biphosphatase. Vous voyez que même si vous ne la connaissez pas par cœur, vous pouvez le retrouver. Et ce qui est chouette, c'est que sur cette réaction-là, du glucose 6-phosphate au glucose, on retrouve exactement le même raisonnement, puisque vous passez d'une molécule avec un phosphate en position 6 à une molécule qui n'a plus du tout de phosphate. Donc le PI, il a été relargué ici. Du coup, vous voyez que si vous avez compris le fonctionnement ici, vous pouviez vous en inspirer là, parce que celui-là a été donné. Donc c'est de l'eau qui rentre en 10, et le nom de l'enzyme, c'est la glucose 6-phosphatase, cette fois-ci. Alors pour revenir sur les rôles du cortisol, puisque vous devez vous dire, je suis en situation de stress et potentiellement il faut que je parte en courant, que je respire plus vite, que mon cœur batte plus vite, etc. Il me faut du substrat énergétique, donc du glucose via la néoglucogénèse. Et pour trouver les autres rôles, on vous en demandait deux, vous pouvez très bien imaginer que pour avoir du substrat, pour alimenter la néoglucogénèse, par exemple, il vous faut du glycérol. Donc ce glycérol il vient de la lipolyse, donc le cortisol active la lipolyse. Et il vous faut des acides aminés, glucoformateurs, et donc le cortisol active la protéolyse. Donc vous voyez que en réfléchissant une fois de plus, je suis vraiment pas centrée sur l'apprentissage par cœur et bête et méchant. En réfléchissant, vous arrivez à trouver plein de trucs intéressants. En 3, vous aviez un bilan à faire, donc rien de horrible pour le coup. C'était vraiment pour titiller un petit peu votre esprit de synthèse et voir ce qui peut en ressortir. Là, vous allez devoir reprendre tout ce que vous avez vu et on vous donnait des items, ça c'était chouette. Les origines du cholestérol, donc origine exogène, endogène. Vous mettez l'acétyl-CoA, tout ça, hein, parce que du coup, vous l'avez trouvé entre-temps, donc vous le remettez. Les rôles du cholestérol, donc vous allez mettre toutes les molécules qui dérivent du cholestérol dont on a parlé, le cortisol, l'aldostérone, les sels biliaires, la vitamine D, et puis l'élimination du cholestérol par l'organisme. Alors là, vous allez pouvoir parler de la bile, parce que clairement, c'était pas trop traité juste avant. Ce cholestérol, il est éliminé principalement dans la bile, donc par les acides biliaires, oui, mais aussi sous forme de cholestérol libre. Alors, je pense pas qu'il fallait aller jusqu'au cycle entérohépatique pour le coup, mais ça pouvait être bien de le mettre aussi. Et on vous demandait quelles sont les conséquences possibles de son excès. Et du coup, vous pouvez parler
du cholestérol, donc du transport des LDL. C'est principalement l'excès de LDL qui est délétère, d'expliquer que le LDL peut être athérogène et que une augmentation du LDL en trop grande, enfin au-dessus des normales préconisées pour le coup, peut induire la mise en place, notamment, de plaques d'athérome au niveau des artères. Ça peut être pas mal. Donc là, je vous ai remis hein, pour, tout ce qu'on pouvait faire à partir du cholestérol. Vous pouvez remettre, parce que comme on vous disait que c'était un composant des radios membranaires, vous pouvez le remettre aussi. Et vous voyez que tout le reste, on en a parlé en fait. Donc, à part ce petit truc-là, là, vous aviez le cortisol aussi. Alors, vous marquerez cortisol plutôt que ça, avec les effets qu'il y a. Mais pour le coup, c'est vrai que ce schéma-là, ben, c'est presque le schéma qu'on devrait vous faire en cours, un schéma sur le cholestérol en fait. Comme on pourrait vous faire des schémas sur l'insuline, par exemple, avec sa synthèse, ses modes d'action, etc. Mais vous voyez que c'est vraiment le genre de schéma bilan ou de carte mentale, je sais pas comment vous pouvez le présenter, mais moi, les deux m'iraient bien, qui vous permet de tout reprendre, en fait. Voilà. Bon, j'espère que ma correction vous a aidé, qu'elle ne vous a pas plus stressé qu'autre chose, parce que c'était pas du tout le but. Et puis, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous me trouvez sur Facebook facilement. Vous tapez Bioélis sur Internet, généralement, je ne suis pas très très loin. Voilà, je vous souhaite une belle journée.